Bonjour à tous et bienvenue sur le média Agisseur. Aujourd'hui, nous recevons Badou Sambagué. Durant l'interview, vous allez avoir tous les dessous des négociations entre clubs de foot, footballeurs et avocats. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous. Et pour celles et ceux qui aimeraient participer à l'interview, voici l'email qui s'affiche juste ici. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sans plus attendre, générique. Badou, comment ça va? Au top. On est à la maison ici. Hein. On est à la maison. Tu m'as sorti de mon décor. Là, c'est la vraie maison. Là, C'est la vraie là maison, on mais peut c'est être pour à la bonne l'aise. cause, Il n'y a pas de exactement. costume, il n'y a pas de ceci, cela. Exactement. On est bien. En tout cas, franchement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Moi, c'est un honneur. Comme je te l'ai dit en off, on a discuté. Tu es une inspiration. Tu es quelqu'un qui nous fait du bien. Encore merci beaucoup d'être là. Badou, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et nous dire d'où tu viens pour les gens qui ne connaissent pas? Me présenter. On n'est pas à la télé, là. On est entre nous. Non, mais sérieusement, non. Non, sérieusement, voilà, je suis avocat à Paris maintenant depuis 10 ans. Avant ça, j'étais joueur pendant 10 ans. Et bien sûr, ça fait plaisir, comme j'ai dit, hein, de revenir dans ces cadres-là parce que c'est vraiment la maison, c'est là où on a grandi, c'est là où on a pris, on va dire, on va parler un peu aussi comme chez nous, hein, Exactement. toute cette ce fort Exactement. aujourd'hui qui au quotidien nous anime, quand on se réveille le matin, on a cette dalle un petit peu de dire ok, je vais bosser au bureau, on parle de droit, on parle de cabinet d'avocats, on parle de tribunaux, on parle de contrats, mais la vraie vie on la connaît. Hein. C'est celle qu'on a eue, on a grandi entre nous, on se partage les plats, ça ne mange pas le bon plat, on descend en étage. Exactement. Tu connais, et là ça permet de revenir vraiment aux fondamentaux qui nous donnent cette détermination. Et des fois, quand on est dans le boulot, on dit mais il trouve ça où? Il va attraper cette puissance où? Nous, on sait d'où elle vient, mais on peut la partager qu'entre nous, c'est comme ça. Donc voilà, ça fait plaisir d'être là et j'ai envie de dire merci à tout le monde et à toute l'équipe parce que ça nous permet aussi de montrer qu'on est là et que la puissance, la force, on la puise d'en bas où on était. Le plaisir est partagé. Badou, donc, est-ce que tu peux nous dire dans un premier temps où tu as grandi? Dans quel contexte familial? Est-ce que tu as des frères et sœurs, etc. Écoute, moi, je suis un peu les deux. Je suis un campagnard parce que j'étais dans une ville de 8000 habitants qui s'appelle Les Andelys. Okay. C'est dans le 27. C'est aussi un peu le quartier parce qu'on avait 18 immeubles dans le quartier et c'était un peu un ovni dans cette ville. Et dans ces immeubles, on avait des familles maliennes, sénégalaises, françaises, algériennes, marocaines. Et on avait en fait ce sentiment de partage. Pas de misère, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est triste, tout est galère et que c'est une tristesse. Mais on avait le sentiment de partager des choses, de vouloir la réussite de l'autre, de pouvoir partager aussi des moments de tristesse parfois, des moments de choses, de joie, on va dire, entre tout le monde. J'ai grandi dans ce quartier-là, moi, où il y avait vraiment ce partage commun. Et c'est ce qui m'anime au quotidien. C'est une ville qui m'a permis aussi de savoir qu'il n'y a rien qui s'obtient sans rien. C'est-à-dire que tu peux être à premier lycée, il peut être à 15 km ou la première gare à 20 km, il y a un bus dans la journée. Et si tu ne prends pas sur toi et si tu ne penses pas qu'il y a pire que toi, tu ne peux pas avancer dans la vie. C'est vrai. Et en l'occurrence, quand on grandit là-bas, tu ne peux pas te permettre de te plaindre. Tu peux te dire, ah, je peux avoir mieux. Il y a toujours mieux dans la vie. Mais c'est ce qui te donne aussi la détermination parce que tes parents et les gens qui sont autour de toi, ils te font comprendre à ce moment-là. Regarde au pays. Les gens, ils sont là, ils traversent à la nage. Ils essaient de venir. Tu es en déplacement, tu vois des personnes qui sont là, qui sont des immigrés, qui essaient de vendre leurs petits colliers. Comment nous, on peut se plaindre? Exactement. Et j'ai grandi dans ce contexte-là. Je ne peux pas dire que c'est de la tristesse, parce que quand on grandit, on prend cette maturité, même si on essaie de l'avoir déjà un peu plus jeune. Mais c'est des choses qui te permettent à ce moment-là de relativiser, de dire, en fait, est-ce que ce n'est pas une force que je vais tirer de ça? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui me prépare à la vraie vie? Et en fait, en étant jeune, on ne comprend pas forcément ces choses-là. On a des bribes de choses. On apprend le tas les choses lorsqu'on rencontre ces difficultés. Mais on se rend compte que derrière chaque difficulté, il y a une facilité en réalité. C'est très lourd, Badou. Tu commences fort, l'interview, tu commences Pourquoi fort. Pourquoi je pars? Tu commences fort. Donc là, c'est des très belles paroles que tu veux nous dire. Ça fait du bien déjà aux jeunes de mon lieu parce qu'on a tendance à dénigrer un peu la misère, etc. Et c'est une autre façon de voir les choses. Est-ce que toi, tu peux nous dire, dans la famille, tu te situes où? Dans l'arbre? L'arbre, déjà, c'est un baobab. C'est un baobab? Ouais, bon, voilà, moi, j'ai une très grande famille. Okay. Une très grande famille qui est composée déjà de plusieurs mamans. Comme à l'époque, c'était vraiment
quelque chose qui était permis et même encouragé par la France, c'est-à-dire qu'on avait un papa qui est arrivé du Mali, qui Donc, avait tu es été, malien? voilà, je suis malien et soniqué, c'est la langue que j'ai toujours pratiquée avec mes parents D'accord. depuis petit. Et mon papa, quand il est arrivé, il a fait venir ma maman. Donc du coup, on était peut-être dans les années 60, 70. Ensuite, il avait été renvoyé au Mali, il est revenu et il s'est remarié. Donc j'ai eu des belles-mères, Ok. donc une famille qui a été recomposée. Donc c'est des choses qui ne sont pas au départ très évidentes parce qu'on a l'impression qu'on a une famille qui peut être disloquée avec différentes mamans. Mais en réalité, ça nous a donné une vraie force. Ça ne veut pas dire qu'on voulait vivre de la même manière plus tard, mais c'est ce qui nous a donné aussi cet élan de solidarité. Donc quand mon Exactement. père est arrivé, il est arrivé avec cette détermination, comme on peut avoir. Il a travaillé sur la construction de l'autoroute A13, qu'on prend nous régulièrement quand on rentre en Normandie. Donc on se dit, voilà, ils ont bossé sur ces choses-là, ils sont arrivés avec une situation où ils ne comprenaient pas forcément le français, mais ils sont venus avec une détermination en se disant, si on part de notre pays, le Mali, c'est pour faire quelque chose de puissant, quelque chose qui va permettre à nos enfants d'être dans les Exactement. meilleures conditions. Donc moi, j'ai grandi dans ce cadre-là. Dans ma famille, je suis plutôt au milieu. C'est-à-dire que j'ai des grands frères. Très souvent, les grands frères, ils se sacrifient. Peut-être c'est ceux qui se marient en premier, Ouais. c'est ceux qui arrêtent l'école plus tôt. Et nous, derrière, on a la possibilité d'essayer de changer un peu ce game, changer un petit peu la trajectoire, parce que les papas, ils ont besoin à ce moment-là que les enfants travaillent, qui leur donnent un coup de main, qui commencent aussi à se sacrifier pour les plus petits qui arrivent. Et moi, j'étais un petit peu déjà de cette première génération qui ont commencé à faire les études, D'accord. c'est-à-dire ceux qui découvraient la fac, qui ne savaient pas ce que c'était la fac. Mais voilà, j'ai grandi dans ce cadre-là avec des frères et sœurs qui sont assez nombreux et qui aujourd'hui font aussi une fierté parce on a les jeunes qui ont suivi derrière par rapport à ce qu'on a pu essayer de mettre en place en toute humilité. Badou, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment tu rentres dans le milieu du football? Comment tu tombes amoureux? Quels sont tes premiers tirs, tes premières passes? Ben, un peu comme tout le monde déjà. Quand on commence dans le quartier, on commence à Ouais, jouer, il y a un en sac bas. plastique, il y a ce qu'on trouve par terre, c'est un ballon de foot. Même une boîte de Exactement. conserve, on va Ouais, s'ouvrir le pied dedans, mais c'est un ballon. c'est vrai. Donc à un moment donné, c'est des choses qui viennent tout naturellement. Donc quand on est petit, on rêve football, on dort football, on mange football. On passe l'été avec le centre de loisirs, on fait quoi? On fait match tous les matins de 9h à 20h et puis après on rentre à la maison, le lendemain rebelote. Donc quand on partait pas en vacances, et c'était on va dire 9 fois sur 10, sinon j'allais en vacances, je partais de Normandie, j'allais à Fontenay-sous-Bois, D'accord. j'allais chez mon cousin Ok. ou j'allais du côté de Meaux. Donc c'était toujours des contextes où on allait, il y avait toujours le ballon. Donc quand on rencontre le ballon, en général, on ne quitte pas. C'est-à-dire que dans notre tête, on dit je veux être footballeur, je veux être footballeur, je veux être footballeur. Donc on met tout en action pour pouvoir réussir ça. On lit tout, on regarde les actions, on regarde les matchs à la télé, on regarde les bouquins, ce que ça dit sur la carrière d'un footballeur. Donc on se renseigne comme on peut, mais c'est vraiment un rêve qu'on a. Donc on est rentré, en fait, on devient des drogués du ballon. Donc du coup, c'est des choses qui te piquent, qui te contaminent dès le départ, dès que tu as la naissance. Et en plus, après, si tu as tes frères qui ont joué au football, les plus grands, et qui ont eu la possibilité de jouer à un certain niveau, bah, ça te contamine encore plus. Est-ce que tu peux nous dire, à quel moment toi, parce que toi tu es allé jusqu'en pro, tu as été sélectionné avec l'équipe nationale du Mali, donc tu avais un niveau. Toi, à quel moment tu te dis dans ton enfance, parce qu'au début c'est un rêve, mais toi à quel moment tu dis maintenant là je vais en faire mon métier, c'est mon objectif, devenir pro? À quel moment? Et c'est quoi le moment de bascule? Est-ce que tu te fais repérer par un centre de formation? Explique-nous un peu ce passage-là. Déjà, moi, très jeune, quand je commence à jouer au niveau de mon club, au départ, je fais des petits entraînements avec un club du quartier où on a un entraînement par semaine. Je vais dans les buts, on joue un peu partout. Et puis après, j'intègre le club de la ville. Et dès les premiers entraînements, dès les premiers matchs, je commence à être déjà, on va dire, supervisé par des clubs, déjà être exposé. À ce moment-là, je ne signe pas dans un club professionnel. D'accord. Parce que à ce moment, c'est pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire que tu commences à jouer, tu commences à te montrer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Les clubs sont très présents. Avec un joueur est brillant ou a un petit pied gauche. Moi, j'étais gaucher à l'époque, on le voit tout de suite. Ok. Moi, j'étais vu. J'étais pas très grand, je faisais pas 1m80, Ouais. etc. Et tout. Donc, ça veut dire que la partie technique était importante, mais la partie physique était encore plus importante, à la différence d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, j'ai quand même des sollicitations et puis je suis pas conseillé aussi. Même si on a 13, 14, 15 ans, on n'est pas conseillé à ce moment-là. La famille connaît le ballon, mais ne connaît pas forcément. Et j'ai eu l'opportunité de signer dans quelques clubs à ce moment-là. Et par exemple, j'ai fait le choix
au lieu d'aller à une détection dans un club pro, d'aller à un tournoi de foot avec mon club amateur. Parce que mon entraîneur à l'époque me dit ah, faut que tu ailles au tournoi, etc. Donc on n'a pas forcément le soutien à ce moment-là. Ok. Après, la chance, elle tourne. Après, il y a d'autres joueurs, etc. Et tout. Et à 18 ans, je me dis bon, je vais jouer avec mes potes au quartier. Donc je continue à jouer avec eux. Et je me dis, bon, allez, dans 2 ans, je vais voir un match amical. Je crois que c'était Le Havre, la réserve du Havre contre notre équipe. Dans 2 ans, je serai à ce niveau. Et je me dis ça dans la tête. Je le dis à personne parce que pour moi, c'est aussi ce qui fait la détermination, c'est de pouvoir garder tes objectifs en tête sans forcément les crier sur tous les toits. Parce que premièrement, ça peut paraître arrogant. Deuxièmement, je pense que si on met en avant tous ces projets, ce n'est pas forcément ce qui va te permettre de réussir. Au contraire, ça peut te permettre aussi d'être freiné parce que tu peux avoir une personne qui va dire mais tu n'y arriveras jamais. Et puis ça peut avoir un impact sur toi si tu n'as pas la personnalité qu'il faut. Donc à cette époque-là, moi, je vois le match et je dis bon, dans 2 ans, il faut que je sois à ce niveau. Et c'était le niveau CFA. Et 2 ans plus tard, j'y étais. Pourquoi? Parce que je fais un match amical et puis le club de Passy-sur-Eure me recrute. Et j'arrive à Passy-sur-Eure et là j'ai 19 ans, j'ai 17 ans, je suis en U19 et je rentre en même temps à la fac. Je rentre en même temps à la fac et puis j'ai quand même l'objectif, on joue déjà contre des joueurs professionnels, des clubs professionnels, notamment le Stade Rennais avec des joueurs assez connus comme Gourcuff, comme Jimmy Briand, etc. Ok. qui vont faire carrière. Donc à ce moment, je me dis, en fait c'est possible. Sauf que moi j'ai vraiment l'équilibre aussi entre le foot et les études. Et c'est comme ça que ça commence. Et je me dis, il y a peut-être une opportunité de faire quelque chose. Est-ce que ce sera de la Ligue 1? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera du national? Je ne sais pas non plus. Mais par contre, donne le maximum. Vois jusqu'où tu peux arriver. Et quoi qu'il arrive, ça va t'ouvrir aussi des portes, même par rapport à tes études. Et c'est comme ça que ça commence. Là, on garde, on n'oublie pas qu'à cette époque-là, en même temps, du coup, que tu commençais à devenir pro, tu étais aussi dans les études. On va revenir rapidement sur la sélection du Mali. Tu es sélectionné, fierté, pays natal, pays de tes pères, pays de tes ancêtres. Au moment là, quand tu apprends que tu es sélectionné, quelle est ta réaction, les émotions que ça te procure? Je suppose que aussi les parents sont contents. Comment la nouvelle est prise à la maison? Déjà, à l'époque, quand je suis sélectionné, c'est vraiment un moment qui est super important pour la famille. C'est quelque chose qui a eu un grand impact dans notre famille, parce que c'est une fierté, parce que la double culture, c'est une force, ça n'a jamais été une faiblesse, parce que le fait d'être binational, c'est une force, ça n'a jamais été une faiblesse. Si on est franco-américain, on n'hésite pas à le dire, donc quand on est franco-malien, on doit assumer, quand on est franco-sénégalais, on doit assumer. C'est des choses qui, pour moi, ont été une véritable force de savoir que justement, ça rendait fiers les parents. Et en fait, quand tu as ce premier exemple de fierté, tu te dis, je ne peux pas décevoir, c'est autre chose. Je dois faire en sorte d'être à la hauteur de ce qu'ils attendent, parce qu'ils ont fait ces sacrifices-là. Et donc, à l'époque, je suis sélectionné. Et donc, du coup, ce n'est pas comme aujourd'hui, encore une fois, on te sélectionne, on te dit, on t'envoie ton billet d'avion, et puis on verra, tu voyages, il y a une personne qui t'attend à l'aéroport, etc. Moi, quand je suis sélectionné à cette époque-là, ils disent, on a vu des qualités, mais par contre, vous allez prendre votre billet d'avion. Donc ma famille paye le billet d'avion. Ils ne payent pas. Voilà, ils vous prennent en payé. charge le billet d'avion. D'accord. Et si ça se passe bien, on vous remboursera le billet d'avion en plus. Ok. Donc quand je vais en sélection, ça se passe comme ça. Ah, Et c'est aujourd'hui, autre quand chose. je vois des refus pour des sélections, alors que tout est pris en charge, je me dis, mais ils ne se rendent pas compte. À cette époque-là, c'était très très compliqué. On va dire, le monde y change. Bien sûr que les situations s'améliorent. Ça, c'était logique. Mais à ce moment-là, c'est seulement déjà la fierté de pouvoir aller représenter la nation, tout en ayant à l'état d'esprit qu'on avait aussi cette particularité d'avoir la nationalité française, les valeurs françaises, des principes qu'on a appris à l'école et dans le cadre Badou, de tout ce excuse-moi, parcours-là. est-ce que l'équipe nationale du Mali, c'est un choix ou c'est eux qui t'ont sélectionné? Ou est-ce que toi, tu aurais préféré par exemple aller en équipe de France? Mais en réalité, on sent les deux. Quand on parle, moi je Oui, vois mais la Badou, là, tu fais l'avocat. Non, non, je ne fais pas l'avocat. Je ne fais pas Moi, il faut l'avocat. que tu me dises une Je ne réponse. fais pas l'avocat. L'équipe de Quand France ou le Mali? Moi, j'ai toujours eu à l'esprit, celui qui m'appelle en premier, c'est celui qui me veut. Ok. Celui qui m'appelle en premier, c'est celui qui me veut. Et quand on a le cœur des deux côtés, celui qui t'appelle en premier, c'est celui qui te veut. En fait, c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, je pense que... Tu n'as pas répondu à ma question. Ah si, j'ai répondu. C'est un choix. Moi, ce que Ouais. je te demandais, c'est le Mali te voulait. Ouais. Donc, c'est eux qui t'ont sélectionné en premier. Mais toi, dans ton âme et conscience, tu aurais choisi le Mali ou la France? À ce moment-là, j'aurais choisi le Mali. Ok. J'aurais choisi le Mali. Pour d'autres choses, j'aurais choisi la France, mais pour le football, j'aurais choisi le Mali. Ça, c'est avec certitude. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment une fierté. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a marqué de manière très forte de choisir le Mali pour la partie football et d'avoir aussi cette double culture. Et des choses que j'ai appris aussi grâce à l'école, grâce à la vie au quotidien, m'ont servi au Mali. Et aujourd'hui, ça doit être une fierté de pouvoir avoir le choix.
Bien C'est sûr, bien une sûr. fierté aussi de pouvoir Oui, bien choisir sûr. et d'assumer aussi ce choix-là. Très bien. Badou, j'ai eu part de tes nombreux diplômes de ton CV. Tu as un double master en droit en droit et en économie, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Ouais. Et tu as un DU en droit des sports. C'est bien ça? Exactement. Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai dit j'ai affaire à quelqu'un d'intelligent, cultivé, haut niveau. Moi, j'ai pas l'habitude en tout cas, moi, d'où je viens. Je ne dis pas ça de manière négative, c'est une réalité, c'est des faits. Je vois très peu, j'ai l'occasion en tout cas de parler à très peu de personnes qui ont ce niveau d'intellectuel, en tout cas qui sont allés aussi loin dans les études. Ça existe, hein, bien sûr, mais moi c'est pour ma part. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Déjà, le fait que je sois choqué. Pourquoi tu es choqué? Parce que je suis choqué. Moi, je serais choqué quand on sera 10, 15, 20, 30, 40 dans cette position-là. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je l'ai dit, moi, je suis issu de la culture malienne, pays Mali, mes parents sont maliens, je parle soniqué couramment. C'est vrai que quand je vais au barreau de Paris, on est 36 000 avocats et je suis responsable de la commission mandataire sportive du barreau de Paris. Et on a 36 000 avocats. C'est vrai que je vois très peu de soniqués. J'ai eu dans le cadre de mes études des Tchadiens, j'ai eu des Ivoiriens, des Camerounais. Et je sais que par principe, ce n'était pas ce qui était la voie pour nous qui sommes issus de la culture malienne et qui sommes issus aussi d'un contexte particulier, comme je l'ai expliqué par rapport à mon père et son arrivée en France. On est plutôt dans une logique d'études courtes et travailler très rapidement. Exactement. On est plutôt dans cette logique-là et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître choquant, mais en fait, quand je regarde mon parcours, je me dis, normalement, on doit être dans cette logique-là. On doit sortir justement des études assez longues pour pouvoir pousser justement les chances d'aller changer, on va dire, le game. On doit être dans cette logique-là, que ça devienne quelque chose de normal pour les personnes qui sont à même de pouvoir aller dans cette direction-là. Quand on regarde le quartier, quand on regarde d'où on est issu, le potentiel est là. Pourquoi? Bien Je sûr. veux dire pourquoi le potentiel est là. Parce qu'il y a une chose qu'on a quand on vient du quartier où on a grandi, où il n'y avait pas tout, c'est qu'on a la dalle, on a Exactement. faim, on a envie de réussir, on a envie de se donner les moyens. Et Exactement. parfois on a des freins. Parfois on a des freins au niveau mental, on a des freins au niveau de la connaissance, de l'information. Quand on n'a pas l'information, c'est sûr qu'on n'y arrive pas. Moi, je n'avais pas l'information. Je ne savais même pas ce que c'était le droit. Quand je m'inscris en première année de droit, je pense m'inscrire en économie. Et à l'arrivée, j'arrive dans une petite fac à Évreux et je me rends compte que c'est du droit après le premier cours. Et je suis paniqué. Mais est-ce que toi aujourd'hui, à l'heure où on parle en 2023, est-ce que les choses avancent? Est-ce que maintenant tu vois de plus en plus d'hommes, femmes ou hommes de banlieue issus des quartiers populaires avoir ce niveau d'études et d'être de plus en plus avocats? Est-ce que c'est quelque chose que toi tu vois que ça commence à s'améliorer ou ça stagne toujours? Ben moi, quand tu me parles par exemple d'un master en économie, d'un master en droit des affaires, d'un DU en droit du sport, en fait, ma fierté, je ne la trouve pas là. Ma fierté, je la trouve lorsque je vais au quartier d'où je suis originaire et que je vois un autre jeune qui a eu bac+5 en droit. Quand je vois mon petit frère qui a eu bac+5 en droit et qui travaille pour les autorités françaises. Quand je vois ma nièce qui vient d'avoir son bac+5 cette année. Quand je vois ça, là, je me dis oui, là, on est en train de changer des choses. Là, j'ai ma fierté. Parce que la fierté, elle n'est pas individuelle. La fierté, en réalité, elle est collective. Si on ne change rien autour de nous, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est comme avoir des diplômes qui ne servent à rien. Pour moi, les diplômes, ils doivent servir dans notre activité, mais ils doivent aussi servir d'élan pour montrer la voie, pour montrer aux gens qu'il y a des choses qui sont possibles. On se donne les moyens, bien sûr, dans un domaine qu'on va maîtriser, dans des choses qu'on va apprécier, dans des choses qu'on va faire. Il ne s'agit pas de passer des diplômes pour passer des diplômes. Mais quand je vois qu'on a une direction, un cap, qu'on sait exactement ce qu'on peut faire, avec ce bagage qu'on peut avoir, là, ça devient intéressant. Et c'est vraiment ça, pour moi, la fierté d'où on doit la tirer. Ce n'est pas dans le fait d'avoir un cumul de diplômes. Bien sûr, ça rend fiers les parents. Bien sûr, ça nous rend fiers. Bien sûr, quand on va prêter serment, les parents qui sont présents, qui sont au palais de justice. Je me rappelle encore mon père qui est en palais, qui dit hey, « je suis là pour mon fils, c'est pour prêter serment, on n'est pas là pour une audience, il n'y a pas un tribunal contre lui. » Voilà, là, oui, ça c'est un kiff, c'est vrai. Ça fait plaisir. C'est une fierté. Et moi, ma mère qui me dit ok, il y a la prestation de serment, je viendrai la prochaine fois. Mais je lui dis, mais maman, c'est une fois en fait. Donc elle ne savait pas de quoi en parler. J'en rigole aujourd'hui, mais c'est une fierté. Mais la vraie fierté aussi qu'on retrouve, c'est quand on voit toute cette génération derrière nous, qui sont arrêtés que des frères, des petites sœurs, qui sont justement à la recherche de ces informations-là, comment on peut se construire. Ben, on leur dit détermination, personnalité, maturité. Mais après, il faut savoir un petit peu aussi quels sont les codes. Et ces codes-là, en réalité, on n'est pas né de fils pédiatre. On n'est pas né de fils magistrat, on n'est pas né de fils avocat, on n'est pas né de fils, je ne sais pas, juge ou autre. On n'est pas le nuage à la bouche. Ni Quoi. d'huissier.
J'ai pas d'huissier autour de moi. Donc en réalité, on apprend sur le tas. Mais Chaque Badou, jour, on apprend sur le tas. excuse-moi de te couper la parole, je suis obligé de te poser une question. Je veux que tu me répondes sans langue de bois, avec sincérité. La langue, elle n'est pas en bois. Donc on peut pas. Hein. Badou, ça me fait plaisir. Là, tu me donnes vraiment un élan d'espoir aux jeunes. Tu nous motives. C'est possible. Il faut qu'on arrête de se cantonner sur le fait qu'on vient de quartiers populaires, qu'on ne peut pas réussir. On peut. On a les armes. On vient d'en bas. On est déterminé. Je suis obligé de te poser ces questions-là. Et tu sais aussi qu'on nous bloque. On ne veut pas qu'on monte. On veut pas, les jeunes ne veulent pas nous laisser atteindre ces endroits-là, ces niveaux-là. Il y a aussi la couleur de peau. Bah, on ne peut pas faire semblant. Je veux dire. T'es noir. Est-ce que tu as été, par exemple, victime de racisme? Est-ce que c'est quelque chose entre nous? Est-ce que tu as eu des freins? Dis-nous, parce qu'il faut aussi éclairer les jeunes. Et si oui, donner des conseils et apporter ton expérience. Il y a deux choses. Déjà, la première, quand je dis qu'il faut être déterminé, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Il n'y a personne qui se construit dans la facilité. Même une personne qui hérite de milliards et de millions, il ne se construit pas dans la facilité parce que quand on est en haut, on est tout seul. On n'a pas beaucoup d'amis. Donc personne ne se construit dans la facilité. Ça, c'est la première chose à savoir. Que ça va être dur, oui. Que ça a été dur pour moi, oui. La première année de droit, je suis dans un foyer, moi. Foyer Sonacotra, toilette sur le palier, douche sur le palier, cuisine à l'extérieur. Et j'ai personne. Et ça m'a construit. Ça m'a rendu plus fort. Ça m'a rendu déterminé. Ça m'a donné envie de voir autre chose. Ça m'a donné envie aussi de voir d'autres jeunes qui arrivent derrière qui ne soient pas dans cette situation-là. Et je parle il y a 20 ans. J'aurais pu couler. J'aurais pu lâcher. On me disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il n'arrête jamais ses études. Il est toujours avec des bouquins. Mais il va aller jusqu'à bac 70. J'ai eu de la personnalité à ce moment-là. Donc rien n'est facile. On ne construit pas dans la facilité. On se construit dans la difficulté, dans les épreuves, dans les étapes, dans les combats. Au début, on prend des coups, on prend des baffes, après on les esquive. C'est ça la réalité. La deuxième chose, bien sûr que d'où on vient, c'est pas seulement une couleur de peau. L'environnement dans lequel on a grandi fait qu'on a moins de codes, fait qu'on s'exprime d'une manière différente. Exactement. Moi, j'ai vécu avec les livres aussi. Aujourd'hui, quand je regarde Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est des choses que je lis. Quand je regarde Sundiata Keita, ça c'est le Mali. Comment on se construit, comment stratégiquement on met les choses en place. La vie, c'est un jeu d'échecs en réalité. C'est combien on a de coups d'avance, qu'est-ce qu'on a anticipé, comment on est solide pour pouvoir contrer ces différents obstacles. Bien sûr que la couleur de peau, ça joue. Bien sûr que c'est des choses qui peuvent freiner. Mais comment on fait pour en faire une force? C'est ça la vraie question. Comment on fait pour contourner? Moi, au moment où je passe l'examen d'avocat, on est en 2012. Je viens de me blesser en 2011, on est en 2012. Et je m'en vais 3 mois à New York. Je ne parle pas un mot d'anglais. 3 mois plus tard, quand je reviens, je suis bilingue. Et là-bas, je travaillais dans le Bronx. C'est fort. J'étais coach. J'allais aux cours auxquels même pas j'étais invité, mais j'y allais quand même. Je lisais toutes les émissions. Et j'écoutais toutes les émissions et je lisais tous les journaux que je pouvais en anglais. Mais donc, du coup, toi, déjà, à cet âge-là, tu avais déjà ce mindset d'élévation. Je veux dire, tu avais déjà conscience qu'en fait, tu allais travailler 3 fois, voire 10 fois plus que les autres. Et aussi, être plus malin, plus rusé, avoir des coups d'avance parce que je suis noir. Je viens de banlieue. Donc, même si je suis au même niveau qu'eux, ils vont toujours faire en sorte que je n'atteins pas mes objectifs. Donc déjà, à cet âge-là, tu avais déjà cette mentalité-là? C'est important. Nos parents, quand on les regarde, ils n'ont pas tout eu. Ils se sont construits, oui. Ils se sont construits dans un contexte beaucoup plus difficile que nous, beaucoup plus compliqué. On comprend la langue, on parle la langue, on l'écrit, on a l'école. On a l'école gratuite. On se rappelle peut-être chacun d'entre nous de nos profs qu'on avait. Moi, je me rappelle de mes profs d'histoire géo qui m'ont marqué. Parce que peut-être des fois, je me suis moqué de certains camarades et il y a une prof qui m'avait dit, le fait de se moquer d'une autre personne, c'est ce qui provoque le premier racisme. Depuis ce moment-là, je ne me suis jamais moqué d'une personne. C'était en 6e. Et c'était une prof qui n'était pas raciste. C'était une prof qui était droite, qui voulait mon bien. Et à ce moment-là, j'ai eu honte qu'elle me dise ça devant tout le monde. Et je n'ai plus jamais accepté d'avoir honte comme ça. Donc en fait, on se construit grâce aux outils qu'on va nous donner. La vie va être difficile. Quand je suis revenu de New York, j'ai postulé dans 100 cabinets à Paris. J'ai eu 0 réponse positive. J'ai eu 3 réponses et elles étaient négatives. 3 réponses. Et j'envoie toujours mes candidatures par lettre. Je n'ai jamais envoyé par mail. Et j'ai eu 3 réponses, mais négatives, sur les 100 candidatures. Je pouvais lâcher. J'aurais pu aller bosser en entreprise. J'ai ouvert mon cabinet à ce moment-là. J'ai eu 5 000 € et un client. Je parle d'il y a 10 ans. Alors, je connais personne dans le droit. Je ne connais pas d'avocat. Je connais personne qui peut, à ce moment-là, m'accompagner. Mais à côté de ça, j'ai une personne qui me parle aussi. Qui me dit, mais Badou, écoute, tu le sais, ça. Tu le sais que ça va être un frein. Tu sais que ça va être dur. Comment on peut se plaindre? On le sait. Ce n'est pas une surprise. C'est vu, c'est prouvé que ça va être dur, qu'on doit être meilleur que les autres. Mais même aujourd'hui, quand on a cette activité comme moi, quand je suis avocat au barreau de Paris, on croit que c'est facile. On doit jouer entre les 2 tableaux. D'où on vient, on doit toujours montrer qu'on est le même, qu'on a la même humilité, qu'on a le même discours, qu'on n'a pas changé. Et d'où on ne vient pas, où on doit montrer qu'on est capable, malgré notre couleur, malgré d'où on vient. On doit montrer qu'on n'est pas parachuté. Je ne vois pas comment on peut être parachuté, mais on doit le montrer.
La deuxième chose, c'est qu'il y a une détermination à avoir. C'est que ça va être dur, mais je vais être solide. Je ne vais pas lâcher. Quand est-ce que ça va payer? Je ne sais pas. Mais je sais que ça va payer. Et la vraie solution, moi je le vois au quotidien, la première chose que les joueurs que j'accompagne comprennent, c'est que je suis là pour leur dire la vérité. Et mon rôle et ma casquette d'avocat, elle m'oblige à cela. Si ce n'est pas leur intérêt, je dois leur dire. Si je ne le fais pas, c'est une faute déontologique.